7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Ce matin, notre invité, c'est Jean-Marc Germain. Bonjour, vous êtes le PDG de Constellium qui fabrique des produits en aluminium. Vous êtes l'un des plus gros fournisseurs mondiaux de produits alu pour l'aéronautique, pour l'automobile, pour l'emballage. C'est un groupe qui fait un peu plus de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce matin, on va faire la démonstration qu'en Europe, souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On va parler très largement de l'afflux de produits chinois en Europe. On cherche des moyens de se protéger et un des moyens mis en place, c'est la taxe carbone aux frontières. Ça s'appelle mécanisme d'ajustement carbone, MACF. Ça va être mis en place à partir de janvier 2026. Ça ne va pas vous protéger. Vous considérez que la taxe carbone aux frontières de l'Europe, ça va carrément vous mettre à mal l'ensemble de l'industrie. Le remède est pire que le mal. Oui, alors c'est un remède effectivement dont l'intention semble louable. On veut décarboner. On a un plan d'ailleurs nous-mêmes, Constellium, de décarbonation. L'ensemble de l'industrie de l'aluminium en Europe est complètement engagée dans un schéma de décarbonation. Après, la question c'est qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui peut nous handicaper. Le premier élément à comprendre, c'est que un des gros challenges que l'on a en Europe, et c'est au-delà du secteur de l'aluminium, c'est les prix de l'électricité qui sont extrêmement élevés. Ils sont 2 à 3 fois plus élevés, de l'énergie en général, gaz, etc. Ils sont 2 à 3 fois plus élevés que nos grands concurrents internationaux, en Chine, aux États-Unis et ailleurs. La taxe carbone, c'est, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est l'idée de se dire on va pénaliser les importations de produits qui auraient une mauvaise empreinte carbone en établissant une taxe sur eux. Le problème de cela, dans le secteur de l'aluminium, c'est que l'aluminium est une commodité, le métal primaire est une commodité, et il est vendu en Europe avec une prime géographique, au-delà du coût sur le London Metal Exchange, et cette prime géographique va refléter le coût de cette taxe carbone. Donc tous les producteurs européens vont se retrouver à payer cette taxe carbone. Pourquoi pas ? Mais pour qu'on comprenne bien, c'est lié au mécanisme de construction du prix de l'aluminium. Il est coté et il y a en plus une sorte de surprime qui est liée à la distance géographique parcourue par l'aluminium, et ce prix il est lié à celui qui est le plus loin en fait. Absolument, est lié à ça et au droit de douane et toutes les taxes locales dans une géographie donnée. Ce qui veut dire que ça augmente forcément le prix. Ça augmente le prix de l'aluminium en Europe. Et donc ça a déjà un premier effet qui est l'industrie de l'aluminium, dans la mesure où elle exporte en dehors de l'Europe, les producteurs européens vont être moins compétitifs. Nos produits, à l'export, vont être plus chers. Alors, ce n'est pas seulement nos produits, c'est aussi les produits de nos clients. Quand je vends une tôle pour faire des canettes en aluminium, ou pour faire, comme vous le disiez, un avion ou une voiture, si cette voiture, cet avion, cette canette ou n'importe quel autre produit est destiné à l'export, il sera plus cher. Parce que le conteneur en aluminium sera plus cher. Même si, et c'est là l'ironie de la chose, on regarde l'industrie de l'aluminium en Europe, on a une empreinte carbone qui est 3 fois plus faible que celle de l'industrie chinoise. 3 fois plus faible. Alors ça, c'est le premier problème. C'est pas le bon mécanisme. C'est pas ce qu'il faut pour pouvoir vous protéger. Pour permettre aux producteurs européens d'exporter. Et après, même sur notre marché interne, au sein de la communauté européenne, le problème, c'est que vous avez des phénomènes on peut dire que c'est un système comme un gruyère où il y a une passoire pleine de trous et il y a des possibilités de contournement ou alors d'exemption. Si par exemple une entreprise hors du marché européen va dire « Écoutez, moi, évidemment, il y a plein de centrales à charbon dans mon pays, mais l'aluminium que je fabrique est fait avec de l'énergie hydroélectrique, ou alors c'est fait avec beaucoup d'aluminium recyclé, ça va rentrer en Europe sans payer la taxe carbone. » Et là, moins cher que celui que vous allez produire vous. Ça va être moins cher que celui que je vais produire moi, domestiquement. Et donc là, on marche effectivement sur la tête, on se retrouve dans une situation où on favorise par ce mécanisme les importateurs en Europe et on décourage les exportateurs européens sur les marchés internationaux. Donc c'est clairement pas un mécanisme qui permet de renforcer la compétitivité européenne, et à côté de ça, c'est pas un mécanisme qui permet de réduire les émissions au niveau global, puisque tout ce qui se passe, c'est de l'attribution de quotas à un flux plutôt qu'à un autre. Ça ne fait investir personne dans la décarbonation en plus. Quand vous payez plus et que vous avez plus de coûts, vous avez moins d'argent pour investir. C'est quoi le bon mécanisme ? Est-ce que c'est imposer du contenu local, comme on cherche à le faire et comme on le promeut, nous, Français, à la Commission européenne, en disant pour les voitures, on va essayer de mettre 70% de contenu local ? Le premier mécanisme, c'est déjà, comme dans le serment d'Hippocrate, d'abord ne pas faire de mal.
Donc je crois que suspendre la mise en œuvre de cette mesure qui doit arriver au 1er janvier 2026 et dont les détails ne sont pas clairs. Aujourd'hui, si vous me demandez combien ça va vous coûter, je ne sais pas. Ça va coûter 100 €, 200 €, 300 € la tonne. Carbone. On n'a pas de mécanisme qui permet de savoir combien ça va coûter. La deuxième chose, c'est de se dire, c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème qu'on a, comme je le disais au début, c'est un prix de l'énergie qui est trop élevé. Et le rapport Draghi le dit, il y a des mécanismes pour travailler là-dessus. Donc, réduisez le prix de l'énergie, rendez à l'Europe une compétitivité énergétique. Le troisième problème, c'est une concurrence massive et déloyale de la Chine. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti en 2018, je crois, qui documentait sur 5 années 70 milliards de dollars de subventions du gouvernement chinois à son industrie de l'aluminium, illégale au sens de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Alors 70 milliards, ça paraît un gros chiffre, c'est abstrait. Non, ça n'est pas à ce prix. Avec ce prix-là, on rebâtit toute l'industrie de l'aluminium européenne. Donc il faut, je crois, comprendre contre quoi on se bat, quels sont les vrais facteurs de compétitivité, les traiter, et après, on ira beaucoup mieux. Il n'y a pas une solution miracle, malheureusement. Mais si je comprends bien, les solutions, quand même, on les connaît. C'est le prix de l'énergie, c'est la réglementation. Ça ne sert à rien de rajouter des cadres spécifiques autour. Est-ce que vous, qui êtes un groupe mondial, vous avez 25 sites, je crois, différents dans le monde, vous réfléchissez à aller vous installer ailleurs, à mettre le curseur un peu dans d'autres pays? Alors, je crois que il faut regarder, là, vraiment, on est dans une industrie de long terme. Nos usines, la plupart, ont 50 ans d'âge, tournent très bien, et j'espère bien qu'elles seront là toujours dans 50 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un environnement où vous avez des marchés qui sont atones et où vous avez des coûts qui augmentent, dans la durée, les futurs investissements vont se porter ailleurs. Aujourd'hui, j'ai un marché américain qui est beaucoup plus dynamique que le marché européen. Et donc, malgré les droits de douane, malgré... Oui, et donc, ça entraîne, évidemment, dans les décisions d'investissement, on va investir un peu plus pour la croissance en Amérique qu'on va le faire en Europe. Et ces décisions que l'on prend année après année, au bout de 10 ans, ça porte beaucoup de poids et ça entraîne des conséquences. Vous disiez la filière, elle est engagée dans la décarbonation. On a vu aujourd'hui des projets qui ne se font pas. Par exemple, chez ArcelorMittal, qui avait fait des promesses de décarbonation des fours avec des investissements d'1 milliard qui ne voient pas le jour, qui sont revus à la baisse. Par exemple, chez vous, ça représente quelle taille en termes d'investissement? Alors, nous, on continue d'investir en France, je tiens à le dire. On a ouvert tout récemment un centre de recyclage d'aluminium où on investit 150 millions d'euros, tout compris, pour développer le recyclage des canettes aluminium, des produits automobiles, etc., à notre usine en Alsace. Donc on continue de faire des investissements en Europe. Ce qui me désole, c'est de nous voir prendre des mesures qui, en fait, alourdissent la charge pour les entreprises et qui ne résolvent pas le problème. Si encore on était sûr qu'en mettant en place ce système d'ajustement aux frontières de carbone, on allait réduire les émissions pour la planète, pourquoi pas? Ce sera un sacrifice à faire. On se dirait, on va avoir un peu moins de croissance, on va avoir un peu moins d'investissement, mais on réduit les émissions. C'est pas le cas. Vous dites parfois les investissements en décarbonation ne servent à rien, en fait. Je dis juste que les investissements en décarbonation doivent avoir un rendement économique, ou au moins ne pas amener une réduction des profits, parce que sinon vous vous retrouvez à mal flécher vos dépenses. Vous êtes entendu par les autorités européennes? Sur certains sujets, oui. Sur celui-là, clairement pas. Ça fait 3 ans qu'on avertit la Commission. Encore une fois, c'était même dans le rapport Draghi où... Là, c'est dans 15 jours. Mario Draghi le dit, il faut être très vigilant, c'est pas du tout sûr que ça va marcher. Il faut envisager de ne pas réduire les ETS, qui sont des crédits qui réduisent la note électrique pour les entreprises. Il n'est pas entendu, on n'est pas entendu, et donc j'espère quand même que dans les semaines qui viennent et l'année qui vient, on pourra corriger le parcours. 7h53, on fait ce qu'on peut sur BFM Business. Merci d'être venu, Jean-Marc Germain, ce matin dans la matinale de l'économie.